Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer un tout nouveau format sur cette chaîne, un format qui va vous amener aux quatre coins du monde, et ça sans même que vous ayez à bouger de votre chaise, de votre canapé ou même de votre table de bar. C'est le deuxième nouveau format sur cette chaîne puisqu'il y a 2 mois en arrière également, je vous avais proposé un nouveau format qui était sur les randonnées de Suisse et d'ailleurs, que je vous propose d'ailleurs d'aller voir ici en haut. Je vais donc vous conter des histoires d'aventure et d'aventuriers. Commençons sans plus attendre par la folle histoire de Francisco de Orellana, qui est ni plus ni moins la personne qui a donné le nom du fleuve Amazone tel qu'on le connaît aujourd'hui. Eh oui, rien que ça. Né au XVIe siècle, en l'an 1511 environ, dans la petite bourgade de Trujillo, en Espagne. Dans sa jeunesse, il n'aura pas eu grand chose de spécifique à signaler, si ce n'est qu'il commence très jeune à voyager dans le Nouveau Monde, aux alentours de l'année 1527, soit à l'âge de 16 ans. Il servira dans une région qui est l'actuelle Nicaragua, avant de rejoindre son cousin dans l'actuel Pérou en 1533. Ce dernier, qui se nomme Francisco Pizarro, est déjà un célèbre conquistador à l'époque où Francisco de Orellana le rejoint. Petit point important ici pour éviter la confusion, Francisco de Orellana est notre principal protagoniste et on va l'appeler Orellana pour simplifier. Francisco Pizarro, on va l'appeler tout simplement Pizarro pour simplifier. Bref, Orellana aidera Pizarro dans sa conquête du Pérou et de l'Empire Inca. Il participera également à la célèbre expédition qui aboutira à Cusco. Il apprend le quechua qui est la langue des Incas dans cette région, ce qui lui permet de s'informer des différentes ethnies présentes dans la région et des dirigeants de cet empire précolombien. En l'an 1535, Orellana refonde la ville de Guayaquil, qui est aussi appelée Santiago de Guayaquil dans l'actuel Équateur. Et ce, avant d'en devenir le gouverneur. Durant son absence, la ville de Guayaquil a été reprise par des indigènes. Par conséquent, tous les Espagnols dans la ville avaient été chassés ou tués. Orellana a organisé une nouvelle expédition pour reprendre la ville de Guayaquil qui était stratégique pour l'Empire espagnol à l'époque en Amérique latine. Et tout particulièrement dans la région, car c'est une ville portuaire. L'expédition va donc mener à une victoire espagnole sur les indigènes. Les combats y auront été acharnés et les détails varient énormément d'un récit à l'autre. La reconquête de la ville portuaire de Guayaquil a renforcé la place de Orellana en tant que conquistador de prestige. C'est en 1540 que Francisco Pizarro donne l'ordre à son frère Gonzalo Pizarro, que l'on appellera maintenant pour simplifier tous ces noms de tous les côtés Gonzalo. C'est donc à son frère Gonzalo que Pizarro va donner la lourde tâche de retrouver les fameux canneliers dont tout le monde parle à l'époque en Amérique latine. Pourquoi ces fameux canneliers? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, la cannelle ça valait plus que l'or en Europe. Petit détail important pour la suite tout de même, vous savez le fameux Gonzalo là, eh bien il a la très bonne réputation d'être un conquistador impitoyable, très brutal, et totalement corrompu. Un chouette type en somme. À l'époque donc, en plus des rumeurs de cité d'or, on pensait fortement que l'Amazonie était une source importante de cannelle. On n'en avait aucune idée, mais c'était vraiment une source de motivation qui était utilisée pour envoyer les conquistadors au fin fond de cette forêt qui était encore plus dangereuse qu'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, cette expédition va très vite avoir un double objectif. Retrouver l'Eldorado et retrouver les fameux canneliers. C'est donc dans cette expédition que notre ami Orellana va s'illustrer. Vous allez voir qu'elle ne sera pas de tout repos. Gonzalo doit donc trouver des volontaires pour l'accompagner dans cette expédition. Je vous laisse imaginer qu'à l'époque, entre les nombreuses attaques des indigènes sur les colonies espagnoles et la peur de se retrouver face à de nombreux dangers dans la forêt amazonienne, eh bien les candidats ne comptent pas les rangs. Gonzalo va donc réunir pas plus de 200 hommes pour le suivre à travers cette expédition. Et là, je vous laisse imaginer que 200 hommes pour s'aventurer dans une forêt aussi dense et dangereuse que la forêt amazonienne, c'est clairement, mais clairement, pas suffisant. C'est alors que Gonzalo aura la chouette idée de faire appel au personnel présent sur place. J'ai nommé les indigènes. Ces derniers seront près de 4000 à participer à cette expédition. Et on peut sans autre deviner que ce n'était probablement pas de gaieté de cœur. Parmi ces indigènes, il y aura plusieurs guides qui seront chargés d'orienter notre fameuse petite expédition à travers cet enfer vert. Retenez bien cette info, elle est importante pour la suite. Et là, vous êtes certainement en train de vous dire « Ouais, mais Sklisias, t'es en train de nous parler de Gonzalo, alors qu'en fait, tu nous fais une vidéo sur Orellana, non ?» Du calme. Orellana est chargé dans le même temps par Gonzalo de réunir des troupes dans sa ville de Guayaquil. Vous vous rappelez la ville portuaire? Et
malheureusement pour l'expédition, eh bien il va pas réussir à amener grand monde, en plus à Quito, qui est donc la ville d'où partait Gonzalo avec son expédition. Il arrivera juste trop tard avec la poignée d'hommes qu'il aura réussi à réunir, et pas faute d'avoir essayé, c'est tout simplement que Orellana ne peut pas laisser trop peu d'hommes dans la ville de Guayaquil, de risque que celle-ci soit reprise par les indigènes. Donc si on fait un rapide résumé de la situation, on a un nombre d'indigènes environ 20 fois supérieur aux Espagnols, une motivation globale des plus douteuses, La forêt la plus dangereuse du monde. un nombre incroyable de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent encore même pas l'existence du fleuve Amazon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en plus, Gonzalo, fidèle à sa superbe réputation de bad guy, si vous me passez l'expression, va partir tout seul avec son expédition, s'enfoncer dans la forêt amazonienne, sans même attendre Orellana. Ce qu'on peut bien imaginer a donc créé de la fatigue supplémentaire pour les hommes d'Orellana et Orellana qui ont dû un petit peu lui courir après. Bien, qu'est-ce qui pourrait bien arriver de mal quand on voit que tout commence si bien? Il ne faudra donc pas attendre longtemps avant que l'ensemble de l'expédition ressente ce manque d'organisation. En effet, à peine Orellana aura rejoint Gonzalo que l'expédition sera déjà en train de tourner au fiasco. Et tout ça en moins d'une année, si vous voulez tout savoir. Le manque d'alimentation, les conditions météorologiques très compliquées et également les maladies tropicales qui ne vont rien arranger. Le tout est pour 3000 indigènes de moins au bout de moins d'une année toujours, et 140 Espagnols, conquistadors espagnols, qui seront morts ou qui auront déserté. C'est donc sans trop m'avancer une hécatombe. Et est-ce qu'il faudrait rappeler que le long du fleuve que notre expédition longeait, il y avait des indigènes qui ne demandaient qu'une chose, c'était de faire couler du sang de conquistadors. Donc il y a eu de nombreux accrochages également avec eux. Et comme si ce n'était pas suffisant, comme s'il fallait rajouter la petite cerise sur le gâteau, la petite touche sucrée qui fait plaisir, eh bien, aucun cannelier et aucun Eldorado. Ah, et aucun doute, l'ambiance elle devait être magnifique. Hein, vraiment, ça devait être un petit peu l'ambiance chalet, quoi, ça devait être un truc un petit peu... Et vous vous souvenez aussi des guides indigènes que je vous avais parlé au début de l'expédition? Eh bien, Gonzalo a jugé bon de les brûler vifs et de les faire dévorer par ses chiens. Un chouette type, je vous l'avais dit. Eh oui, il fallait bien trouver des responsables à toute cette hécatombe. Quand le peuple demande du sang, ben on donne du sang. Enfin, évidemment, je rigole, Gonzalo ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Mais c'est toujours plus simple de mettre la faute sur les autres. En février 1542, les deux hommes, donc Gonzalo et Orellana, se séparent. Pour ça, il y a plusieurs raisons que les historiens avancent. Il y avait tout d'abord le manque de ressources et la maladie, dont on a déjà parlé précédemment. Des divergences stratégiques entre Orellana et Gonzalo. Certains hommes voulaient continuer dans la forêt pour trouver l'Eldorado, ainsi que d'autres en avaient marre et voulaient tout simplement rebrousser chemin. Pour ceux qui voulaient rebrousser chemin, c'était plutôt Gonzalo, et pour ceux qui voulaient continuer dans la forêt, c'était plutôt notre ami Orellana, vous l'aurez deviné. Dans leur effort désespéré pour trouver des vivres, Orellana avait soumis l'idée à Gonzalo de construire des bateaux pour pouvoir longer le fleuve et trouver de la nourriture, ce que Gonzalo a accepté, mais a chargé Orellana de s'occuper de tout, de la supervision de la construction jusqu'à trouver de la nourriture. La construction de ces bateaux signera donc la séparation définitive d'Orellana, puisqu'à la base il était censé descendre le fleuve juste pour retrouver des vivres. Orellana, dans son entrain, a décidé de ne jamais revenir et Gonzalo a décidé de repartir et de rebrousser chemin dans la ville de Quito. Ce qui me donne une transition parfaite pour le prochain chapitre, à savoir... Et la petite pause dans notre narration. Imaginez quelques instants. Deux hommes, deux visions totalement différentes. L'un voulait continuer et rêver de gloire avec le reste de ses hommes, tandis que l'autre avait déjà été responsable du fiasco de cette expédition, puisque de toute façon rien ne s'était passé comme prévu. Du coup, les deux sont totalement aux antipodes. C'est ce qui va signer donc notre double expédition. Et puis, il faut aussi que vous vous imaginiez dans leur peau. Vous êtes là, dans une forêt que vous ne connaissez pas, vous êtes devant un fleuve que vous ne savez même pas qui se jette dans le fleuve le plus grand du monde, qui est l'Amazone. Vous ne savez pas non plus la distance qu'il y a entre ce fleuve et la mer, vous ne savez pas non plus la distance que vous allez devoir parcourir pour sortir de cette maudite forêt, et je ne vous parle même pas de ce qui doit se passer là-dedans quand vous voyez tous les dangers potentiels et que vous imaginez tous les dangers potentiels, surtout que je tiens à signaler qu'à l'époque, ils étaient encore plus superstitieux qu'aujourd'hui. Vous voyez un peu le tableau ?
Je sais pas vous, mais moi ça me fait rêver. Mais bref, revenons à notre histoire. Orellana va donc construire un bateau qui sera un brigantin. Ce brigantin se nommera le San Pedro. Ce bateau devait à la base juste aider l'expédition, mais comme vous l'aurez compris, il va faire bien plus que ça, puisque c'est lui qui va permettre à Orellana de continuer à s'enfoncer dans la jungle à travers la rivière. Orellana et ses quelques dizaines d'hommes finiront par construire un deuxième navire qu'ils appelleront le Victoria. Alors vous imaginez pas le navire superbe comme vous pouvez le voir dans Pirates des Caraïbes, non, c'était plutôt un navire de fortune fait avec ce qu'ils trouvaient dans la région et avec ce qu'ils ont pu bricoler. Ils marqueront une courte halte dans le village de Napo avant de se jeter dans le Rio Napo. Et là, il va se passer quelque chose. Ils vont voir des eaux plus profondes, plus larges et plus puissantes que tout ce qu'ils ont connu auparavant. Sans le savoir, Orellana vient de faire tremper ses navires dans le fleuve le plus grand du monde. À partir de là, ils découvrent que la rivière Amazone, qui s'appelle encore à l'époque le Rio de Orellana, est peuplée de tribus plus ou moins sympathiques. Avec certaines, ils vont même pouvoir commercer, alors qu'avec d'autres, ce sera plutôt flèches empoisonnées et autres joyeusetés. Et là, on en vient enfin au vif du sujet, l'origine du nom du fleuve Amazone, qui, vous allez le voir, encore aujourd'hui, a des origines incertaines. En effet, il semblerait que tout le monde soit d'accord sur un seul et unique point, c'est que ce nom viendrait à l'origine d'une bataille avec des Indiens ou des Indiennes pour le coup. Et pour ne fâcher personne, je vais vous donner les 3 versions existantes. Pour la première version, les combattants indiens étaient en fait des combattantes indiennes. Et pour le coup, c'est ce qui a fait penser à Orellana que c'était potentiellement des femmes amazones. Vous savez, les fameuses combattantes dans la mythologie grecque. Deuxième version, les combattants avaient de longs cheveux noirs, ce qui a directement fait penser aux conquistadors qu'ils combattaient contre des femmes, alors qu'en fait, c'était des guerriers. Et la troisième version explique que ça aurait été des tribus complètes qui combattaient femmes et hommes l'un à côté de l'autre, et c'est ce qui a fait penser aux conquistadors, aux fameuses guerrières amazones. Et vous alors, quelle est votre version préférée? Dans tous les cas, les conquistadors ont cru voir des femmes guerrières, et c'est bien ça qui a donné le nom au fleuve tel qu'on le connaît aujourd'hui. Maintenant, cette petite parenthèse refermée, on peut continuer notre petite expédition qui, vous allez le voir, ne se déroule comme d'habitude, pas comme prévu. Une fois les conquistadors arrivés à la jonction avec le fleuve Madeira, ils marqueront une pause de 18 jours où ils vont profiter de rafistoler les bateaux qui ont été abîmés par le courant et par les nombreuses batailles avec les indigènes, et également de se ravitailler et d'aller chasser ou pêcher. Et pour finir cette joyeuse petite expédition, ils reprendront la route, si je puis dire. Ils finiront par arriver fin 1542 à l'embouchure de l'Amazone et donc dans l'océan Atlantique. Et après ça, Orellana retournera en Espagne. Lors de son retour en Europe, Orellana posera le pied en premier au Portugal. Le roi lui proposera de repartir sous pavillon portugais pour approfondir ses recherches et ses connaissances sur l'Amazone. Orellana refusera et restera fidèle à la couronne d'Espagne. Et donc, il repartira pour rejoindre son pays d'origine. Détail important pour la suite de notre voyage, son exploration provoque des problèmes internationaux. En effet, le traité de Tordesillas stipule que l'Espagne règne, elle, sur la majorité du fleuve Amazone, alors que le Portugal règne sur l'embouchure du fleuve Amazone. Orellana va donc rendre des comptes à la couronne espagnole, affirmant qu'il a navigué sur un fleuve immense qui pourrait apporter énormément de richesses à l'Empire espagnol. Il a évidemment cherché à obtenir des droits sur ses découvertes et sur les terres qui les entourent. Et ce petit coquin a même essayé d'être reconnu pour ses exploits. Mais malheureusement pour Orellana, à l'époque des conquistadors, ce n'était pas peu commun de faire de nouvelles découvertes et la couronne espagnole était bien souvent réticente à accorder les moindres bénéfices ou avantages à ces découvertes. Bon, on est bien d'accord qu'Orellana a quand même risqué sa vie pour ses découvertes et donc ça aurait été bien normal qu'il reçoive quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, il va quand même recevoir une récompense. Il finira donc, après des mois de négociations, de devenir le gouverneur de la Nouvelle-Andalousie. Cette région englobait principalement les territoires qui aujourd'hui correspondent à l'Équateur, au nord du Pérou et à la Colombie. Après, je ne vais pas vous cacher que les frontières à l'époque étaient bien plus approximatives qu'aujourd'hui puisqu'il n'y avait ni radar ni GPS pour tracer des cartes précises. Il est chargé donc par Charles Ier, plus connu sous le nom de Charles Quint en français, d'explorer et de coloniser l'Amazone. Il devra y fonder minimum 2 villes, une à l'embouchure de l'Amazone et l'autre dans le bassin.
de l'Amazone. C'est alors que Orellana se remet en route pour une nouvelle expédition. Et croyez-moi, une fois de plus, tout va être très compliqué. Parce que vous vous rappelez le petit détail que je vous ai cité précédemment, comme quoi l'embouchure du fleuve appartenant au Portugal, eh bien le Portugal ne compte pas y renoncer si facilement. En effet, les espions portugais seront nombreux à mettre le souk dans cette expédition, sans parler du fait que les finances seront de justesse suffisante pour partir en expédition, et je ne vous parle même pas des querelles internes à l'expédition. Là, il quitte enfin Séville et commence à rejoindre l'océan Atlantique. Il prendra sa femme, 300 hommes et quelques dizaines de chevaux avec lui. Il se fera stopper net à Sanlúcar de Barrameda par les autorités espagnoles qui découvrent qu'il n'a pas suffisamment d'hommes pour partir en expédition et que la plupart de ces derniers ne sont même pas espagnols, ce qui posait un sérieux problème pour l'époque. Il finira par s'extirper de ce mauvais pas en se cachant dans un de ses navires. Il emportera avec lui 4 de ses 6 navires et malgré tout ses 300 hommes et ses chevaux. Il apportera aussi avec lui le matériel pour construire 2 bateaux de rivière une fois qu'il aura traversé l'Atlantique pour pouvoir remonter le fleuve Amazone. Et juste avant de quitter le territoire espagnol, on peut imaginer que les autorités de Sanlúcar ont confisqué certains biens sur le bateau. Par conséquent, ils vont piller une ferme où ils vont prendre tout le bétail qu'il y a dedans afin de pouvoir le tuer et le saler en mer pour avoir des vivres sur une durée suffisante pour traverser l'Atlantique. Ils feront également s'échouer une caravelle afin de pouvoir prendre tous les vivres qu'il y a à l'intérieur pour le traverser. Puis après ce joyeux larcin, il fera une petite halte à Tenerife pour remettre ses bateaux en état. Ensuite, il se rendra au Cap-Vert où là, une centaine de ses hommes se feront décimer par une épidémie et une autre cinquantaine finiront par déserter. Devant cette perte, notre ami Orellana n'aura pas d'autre choix que d'abandonner un de ses navires. C'est dans ces conditions qu'il attaque la traversée de l'Atlantique pour se rendre en Amérique latine. Mais vous commencez à connaître notre ami et sa poisse qu'il le suit où qu'il aille. En effet, il y aura une tempête lors de la traversée de l'Atlantique, ce qui séparera un des 3 bateaux restants avec plus de 70 hommes et plus d'une dizaine de chevaux dessus. Ce qui va sensiblement réduire les effectifs d'Orellana. Il finira par atteindre les côtes de l'actuel Brésil avec à peine 100 hommes et quelques chevaux en mauvais état. Les 2 navires qui lui restent navigueront encore plusieurs jours le long des côtes brésiliennes afin de trouver de l'eau douce, chose qui supposera par la suite qu'ils ont retrouvé l'embouchure de l'Amazone. Le 20 décembre 1545, ils vont enfin accoster et ils auront pour une fois un petit peu de chance puisqu'ils vont tomber sur des indigènes qui seront amicaux et qui vont leur permettre de se refaire tout simplement. Du moins jusqu'à ce qu'Orellana ait des rumeurs de nouvelles cités d'or ainsi que des espions portugais qui lui gravitent autour depuis le début de son expédition ne le stresse à reprendre l'expédition là où il l'avait laissé. Le tout sans l'approbation de ses hommes qui lui avaient fortement suggéré de rester quelques jours supplémentaires afin de se revigorer auprès des indigènes qui décidément étaient plutôt de très bons hôtes. C'est alors qu'Orellana décide de reprendre la route. Il fera parcourir près de 500 km à travers la jungle à ses hommes afin d'enfin daigner construire le premier navire de rivière qu'ils avaient pris avec eux. Qui dit construire un nouveau navire dit établir une base et vous commencez à connaître la chance de notre cher Orellana. Il va établir une base en plein territoire indigène qui sont totalement hostiles aux conquistadors espagnols. Pour ne rien arranger, la région est pauvre en nourriture et là pour le coup 57 hommes vont mourir soit de malnutrition soit dû aux escarmouches avec les indigènes. Ils vont même être obligés de tuer leurs chiens et leurs chevaux pour les manger. Et croyez-moi, en plein milieu de l'Amazone, personne n'a envie de manger ses chiens et ses chevaux. Ils auront bien essayé, grâce aux bateaux qu'ils auront construits, d'aller chercher des vivres sur la rivière, mais ça ne portera pas réellement ses fruits, et même au contraire, les hommes reviendront bien souvent en moins bon état, dû aux escarmouches avec les indigènes. Voilà, il semblerait que ce soit très mal engagé une fois de plus pour notre ami. Ils finiront par embarquer sur ce navire qu'ils auront enfin fini de construire, et ils parcourront une centaine de kilomètres au sud avant de s'échouer contre une des berges du fleuve. Orellana a un manque de chance égal à sa détermination. Il faut savoir qu'Orellana a décidé avec 20 de ses hommes de continuer l'exploration. Et mauvaise nouvelle pour lui, la mort qui lui courait après déjà depuis des années finira enfin par le rattraper. La mort de Francisco de Orellana reste très floue. Il n'y a pas réellement de consensus clair autour de sa mort et sur les circonstances exactes de sa disparition. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est mort en 1546, mais rien n'est réellement très bien documenté autrement.
Les détails de ces découvertes dans cette deuxième expédition ne sont pas du tout aussi précis que dans la première. Certains rapports suggèrent qu'il aurait davantage exploré les alentours de l'Amazone, alors que d'autres historiens raconteraient qu'il se serait aventuré dans la forêt amazonienne à la recherche de l'Eldorado. En résumé, et pour fermer cette parenthèse, bien que dans sa première expédition, il est indiscutable que c'est lui qui est tombé sur l'Amazone et qui l'a répertorié en premier, dans sa deuxième expédition, il est beaucoup plus difficile de dire qu'est-ce qu'il a découvert et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Maintenant que cette parenthèse est refermée, qu'en est-il du reste de l'expédition, puisqu'Orellana vient de mourir? Pour vous épargner tous les détails, il semblerait qu'une dizaine d'hommes aient réussi à s'en sortir et à atteindre l'Atlantique, avant de rejoindre les îles Margarita, puis de voguer en direction des colonies espagnoles dans les Caraïbes. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de cet explorateur à qui l'on doit le nom de l'Amazone? Son héritage dans le monde moderne est certainement l'aide à cartographier l'Amérique latine telle qu'on la connaît aujourd'hui et à avoir participé à certaines de ses découvertes, mais également, et ça on peut s'en douter, à la découverte du fleuve Amazone. Ce qui a eu un impact massif sur la compréhension et la géographie de l'Amérique du Sud à l'époque. Il a bien évidemment contribué à la colonisation espagnole de par le fait d'être devenu gouverneur de la Nouvelle-Andalousie, et il a contribué aussi à l'harmonisation des relations entre les colons espagnols, les indigènes, et à synthétiser l'ensemble de leurs ressources. Bien que la vie et la mort d'Orellana soient entourées de mystères, son exploration de l'Amazone a laissé une empreinte durable sur l'histoire et l'exploration de l'Amérique du Sud. L'Amazonie et sa biodiversité très riche est aujourd'hui une valeur inestimable et cruciale pour l'étude scientifique et pour la sauvegarde de l'humanité. Et si l'on revient sur son héritage physique et non pas seulement intellectuel, une ville située en Équateur en plein cœur de l'Amazonie a pris son nom, à savoir Puerto Francisco de Orellana. Cette dernière se situe à la confluence du fleuve Rio Coca et Rio Napo. Dans cette ville, il y a des rues, des ponts, des statues et même un aéroport à son nom. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous auriez voulu plus voir. Pour ma part, je vous mets en dessous de cette vidéo toutes mes sources ainsi que mes réseaux sociaux. Foncez m'y rejoindre car pour l'instant, il ne se passe pas grand chose, mais il se pourrait que ça change très prochainement. Quant à moi, je vous dis au mois prochain. Ciao ciao ciao!